L'avocat de plusieurs types qui violaient une femme droguée par son mari pour pouvoir l'offrir à d'autres hommes a déclaré qu'il y avait viol et viol. Alors déjà, le seul avocat qui peut parler comme ça, c'est Matt Murdock en disant qu'il y a aveugle et aveugle. Et le maire de la ville de Mazan où ont eu lieu ces dizaines et dizaines de viols a déclaré qu'il n'y avait pas mort d'homme. Alors c'est vrai, mais je propose quand même, comme c'est très sérieux tout ça, qu'on fasse appel à l'expertise du Punisher qui lui a l'air d'avoir les outils nécessaires pour trancher sur les deux questions. Plein d'annonces à vous faire, puisque je ne vais pas attendre d'avoir 784 godes, un manoir et une furieuse envie de voir Tupac crever pour m'amuser. J'aime la fête, et la fête on l'a fait ce soir en live sur la chaîne, c'est vendredi pour du gaming. On va tester le tout nouveau Marvel vs Capcom qui vient de ressortir sur PC et sur console. Je ne serai pas seul évidemment, je serai accompagné de Maxime Maki, le forgeron, le sculpteur légendaire de Nous sommes des héros, qui a même prévu de nous faire découvrir quelques petits jeux de sa propre collection. Donc c'est un live improvisé, surprise, donc forcément il va se passer plein de trucs imprévu, mais on va s'amuser. Ce qui était bien prévu en revanche, c'est que cette semaine est sorti le tout dernier tome de la trilogie dessinée et scénarisée par Monsieur Bruno Bessadi, L'Ogre Lion, le dernier lion. Regardez-moi cette couverture magnifique. Donc c'est mis en couleur par Joe, c'est édité par Draco et vous pouvez soit découvrir le dernier tome si vous les avez déjà tous lus, soit tout simplement faire du binge reading et vous enchaînez les 3 tomes pour découvrir le destin de ce personnage torturé. Si vous êtes sur Aubagne, il y a plein de trucs qui vont se passer également à Aubagne. J'aurai le plaisir d'animer un ciné-club consacré à Christopher Reeves le dimanche 13 octobre. C'est organisé par la boutique Magic Collectors et le cinéma Le Pagnol à Aubagne. On va passer le documentaire sur Christopher Reeves, là, celui qui vient de sortir, ainsi que le Superman 1 en version longue, avec évidemment quelques surprises dont on reparlera et que je vous laisserai découvrir. Les conventions reprennent également le 5 et le 6 octobre prochain. Je serai au Bulberry à Bourges avec Bruno. D'ailleurs, tout se passera avec Bruno. Donc, il y aura aussi le 12 à Saint-Cana, le Festival de l'Imaginaire, le 26 au Pen Mirabeau pour la Japen, et le 9 et le 10 novembre prochain, c'est le Hero Festival à Marseille. Il y aura toujours une battle de dessin, parfois des conférences, du quiz et toujours beaucoup d'amusement. Donc on espère que vous serez au rendez-vous, puisque c'est comme ça qu'on vient un petit peu célébrer l'art et les artistes. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 460e JT Comics, c'est un zoo chinois à avouer. C'est excusé puisqu'ils ont maquillé des chiens pour qu'ils ressemblent à des pandas. Les touristes, ils ont dû vivre ce que vivent des milliers de gens sur les applis de rencontres. Quand d'après la photo, tu es tout content d'aller à ton date Tinder et qu'en fait tu te rends compte en arrivant que c'était plus un date Timou. Même Macron, il s'est pas emmerdé à maquiller son premier ministre en mec de gauche. Je pense que le zoo aurait mieux fait de dire que ce sont plutôt des chiens fans de Kiss, ça serait mieux passé. Et passons plutôt aux news de la semaine. Faux match. L'affiche série du moment ressemble à une fable de La Fontaine qu'on aurait écrite en s'abreuvant à celle du LSD. Le pingouin et la sorcière. Je crois que maintenant on sait comment Chantal Goya a composé tous ses titres depuis le début de sa carrière. Bon, vu le timing et les sorties quasi simultanées de ces deux nouveaux projets du DCU et du MCU, bien impossible de ne pas les comparer, les mettre en parallèle, voire les opposer et les faire clasher, puisque le clash en plus est vendeur, donc pourquoi s'en priver? Mais attention, spoiler, ça ne sert à rien de le faire. Ça serait comme aller comparer un restaurant italien à un restaurant mexicain. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer en quoi les deux propositions sont assez différentes, qu'il s'agisse du style ultra fantasy, sorcellerie et méta de Agatha All Along ou du style criminel, dramatique, néo-noir de la série Le Pingouin. En revanche, ce qui peut relier un petit peu ces deux projets, c'est qu'ils nous permettent de voir que désormais, les propositions les plus audacieuses en termes de fond et de forme se passent sur le petit écran, se passent dans les univers des séries. Marvel n'a jamais autant innové que depuis qu'ils ont sorti leur série, que ce soit WandaVision qui est très très bien, que ce soit évidemment Loki aussi, ou même She-Hulk qui était une proposition, que ce soit le Pingouin qui va venir développer, approfondir tout l'univers très ancré, très ancré dans le bitume de Gotham, du Batman de Matt Reeves. C'est ici que ça se passe désormais. Le point commun, c'est qu'on vient se focaliser sur des personnages de seconde zone, franchement pas des héros, avec Catherine Hahn qui interprète Agatha et le Pingouin qui est interprété par Colin Farrell, qui déclare qu'il pourrait ne pas revenir pour tout simplement des raisons que le maquillage, ça le fait chier. Colin Farrell, ça met nos cagoles marseillaises faisaient pareil, on rayonnerait beaucoup moins à l'international. Un petit joueur, en revanche,
une à qui ça a donné envie de revenir, hein, c'est Elizabeth Olsen, qui après avoir dit qu'elle préférait s'éloigner de tout ça, a déclaré que si les scénaristes trouvaient quoi faire de son personnage et que c'était intéressant, eh bien elle reviendrait en tant que sorcière rouge avec plaisir. Donc vu l'arc ultra tragique, et c'est un des plus intéressants du MCU du personnage, mettez un petit scénariste sur le coup. La morale de cette fable, c'est quand même vive les univers télé, au casting, à la réalisation bien soignée. Bon, évidemment, on compare beaucoup la série Le Pingouin au Soprano, une série HBO également, mais bon, Oswald Cobblepot n'a pas attendu Tony Soprano pour exister en 1999. Mais forcément, c'est le jeu, hein. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux séries dont on attendra la ligne d'arrivée pour les juger définitivement. C'est la jurisprudence Echo. Et en attendant, si ça ne nous plaît pas les propositions, eh bien sachez qu'il y en a des milliers d'autres, des bien plus sérieuses ou des bien plus loufoques dans les pages de nos comics. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bob. Dans le reste de l'actu ciné, on a enfin eu un premier aperçu du film Les Thunderbolts, qui ressemble à un repas de famille tout à fait classique du dimanche. Tout le monde se réunit, même des gens que tu n'as vraiment pas envie de voir. Tout le monde commence par se disputer, se foutre sur la gueule avant que toute la MDMA qu'a glissé ton beau-frère dans les verres de vin rouge commence à faire effet et qu'ils se fassent tous des câlins, qui finissent par travailler ensemble. C'est classique. On ne connaît pas grand-chose évidemment de l'intrigue, si ce n'est que on voit encore que c'est question de anti-héros qui vont devoir travailler ensemble et de gouvernements qui essayent de contrôler les héros qui sont un petit peu sacrifiables à leurs yeux. C'est une thématique qu'on retrouvera dans Captain America 4 également. Ça rappelle la grande époque des comics Civil War et puis l'adaptation qui en avait été faite pour le MCU. Il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est pas de savoir si Ghost sera encore moins claqué que dans le film Ant-Man. C'est quand même le seul spectre qui me fait préférer celui du fascisme. Maintenant, c'est Bob Sentry, Robert Reynolds, qui va faire sa grande entrée dans le MCU, qui est un excellent personnage de comics dont la surpuissance n'est contrebalancée que par son instabilité mentale. Il avait été introduit avec un coup marketing, on nous avait fait croire que c'était une création de Stan Lee, que même Papy Moustache avait oublié, qu'on a retrouvé sur un bout de papier, qu'on a continué à développer. Donc là maintenant c'est le MCU qui s'empare de ce super soldat. J'espère quand même qu'ils vont garder les origines, à savoir que c'est un junkie qui s'est quand même introduit dans un laboratoire gouvernemental pour goûter un petit peu ce qu'ils y étaient en train d'y créer. Le laboratoire était aussi bien gardé que le petit Émile, et heureusement qu'il ne s'est pas introduit dans un laboratoire d'analyse médicale, sinon ce qu'il aurait bu, ça l'aurait juste transformé en macroniste. Bref, vive Sentry, vivement qu'on voit ce qu'il compte en faire, puisque quand votre Captain America s'amuse à écarteler des bûches, ce qui ne fait peur qu'à Groot et qui excite quand même un petit peu grand-mère feuillage, Sentry, lui, déchirait Carnage et Ares comme si c'était des vulgaires feuilles à 4. Mais la roue tourne a fini par tourner, puisque Sentry s'est lui-même fait éviscérer par Knull, le dieu des symbiotes, qu'on a aperçu dans le dernier trailer de Venom 3 sous les traits de Norman Reedus. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est assez impressionnant de voir que même pas 6 ans environ après sa création par Ryan Stegman et Donny Cates dans les pages des comics, le King in Black, que je vous conseille de lire, cette épopée à la fois très très fun, bourrée d'action, très très bon comics, et bien même pas 6 ans après il apparaît sur le grand écran. C'est assez rare pour une industrie qui préfère recycler ses vieux vilains plus expérimentés. Donc là c'est très très bien, on verra si jamais il parvient à dépasser la prison de Sony. C'est pas sûr, puisqu'en plus avant d'avoir un King in Black, il faudrait pas mal de mise en place. Un qui ne devrait pas ouvrir qui que ce soit en deux, mais plutôt sa boîte mail, c'est le producteur de Constantine 2, puisqu'il a dit que oui, il avait dans ses mails le script de Constantine 2, mais qu'il avait peur de l'ouvrir parce qu'il avait vraiment envie que ça soit bien. Bon, allez, ouvre Ellie, puisque nous on attend le retour de Francis Lawrence et de Keanu Reeves dans le personnage de Hellblazer. Et alors, un qui a dû être content d'ouvrir ses mails, c'est l'acteur Kyle Chandler, puisqu'il est sélectionné pour incarner Hal Jordan dans la future série Lanterns du DCU. Encore une fois, une série, un univers, donc je m'inquiète pas trop, mais certains sont frustrés de voir un acteur aussi âgé pour camper le rôle de l'iconique Hal Jordan, la lanterne verte, je pense que tous le voyaient plus, en cierge blanc. Violent. C'est marrant puisqu'on compare souvent ces deux héros à cause de leur porte-monnaie, Batman et Iron Man. À la comparaison, tient un petit peu moins quand on vient un petit peu fouiller, mais les deux s'apprêtent à connaître un nouveau souffle dans les pages des comics. On a eu droit au trailer de la prochaine série par Ota et Ackerman d'Iron Man, et on nous le vend comme un Iron Man le plus brutal qu'on ait jamais vu. Il y a marqué brutal absolument partout, alors qu'on le voit juste envoyer 2-3 rayons de répulseur dans la gueule de quelques ennemis et sortir une immense épée à la guts, à l'anti-Carlito, alors que Batman, dans la preview de l'absolute Batman, eh bien, le Batman alternatif de cet univers all-in, eh bien, lui on le voit tout simplement enlever l'immense plaque qui lui sert de bat symbole, la mettre au bout d'un manche et trancher des mains. Et là, sans qu'on ait besoin de parler de brutalité,
c'est brutal, les actions parlent d'elles-mêmes, à moins que Batman soit trop dans la tendance, qu'il ait voulu faire un devine si c'est un gâteau ou pas, et qu'il ait confondu évidemment la peau grasse de ce malfrat avec de la pâte à sucre, j'en sais rien. Au passage, c'est peut-être pour ça que Batman devient le tout premier super-héros à posséder son étoile sur le Hollywood Boulevard. Alors attention, que Superman se rassure, il y avait déjà Mickey et Winnie l'ourson qui avaient eu leurs étoiles, ce qui me fait quand même espérer que ce boulevard n'est pas à moins de 50 mètres d'une école. Comics. Dans les comics, c'est un petit peu comme en politique, on a des alliances totalement insolites. À la dernière en date, c'était Macron et le FN. Et bien désormais, on aura Sonic et la Justice League DC Comics. Chaque personnage de l'univers de Sonic sera réinterprété en tant que membre de la Ligue de Justice. Vous avez évidemment Sonic qui sera Flash, Knuckles qui sera Superman, Cyborg, ça sera Tail, Shadow, ce sera Batman, Amy, ce sera Wonder Woman. Aucune nouvelle de la Justice League, si les membres comptent se déguiser en hérisson célèbre, sûrement pas. En attendant, les deux vont s'unir pour se battre contre une menace immense. Et pour un hérisson, je ne sais pas trop ce que c'est une menace immense, mais à tout moment, ils vont tous se mettre à tabasser des gens du voyage. Je le sens pas cette affaire. Mark Millar, le scénariste, le pro du teasing, a déclaré qu'il mettait en pause son histoire sur Superman, le temps que le personnage tombe dans le domaine public, d'ici moins de 10 ans, et que il verrait. À ce moment-là, en revanche, il a vu C.B. Cebulski, l'éditeur en chef de chez Marvel Comics, et il a eu une idée de quelque chose qui pourrait être plus gros encore que Civil War, le gros crossover des années 2000, la meilleure vente de comics de chez Marvel de toute l'histoire de la maison des idées. Est-ce qu'il va arriver à se surpasser? Est-ce qu'il va encore nous faire repartir pour des années de l'univers Marvel qui s'affronte, se retourne contre lui-même en 1v1? En tout cas, ça reste très excitant, surtout qu'on sait qu'il le fera avec des bons dessinateurs. Il me tarde de voir ce qu'il va se passer. Tim Seeley, le scénariste, va revisiter la période Chris Claremont, Jim Lee de Rogue, perdu en terre sauvage sans ses pouvoirs, qui doit survivre avec Magneto, une période qui avait fait un petit peu grincer les dents, puisqu'à l'époque, Magneto une 60aine d'années, Rogue une 20aine d'années. Bon, là, le scénariste a déclaré que l'intrigue romantique entre les deux ne serait vraiment pas au centre de l'histoire, elle ne serait même pas abordée. En même temps, si les mutants voulaient vraiment dominer le monde, eh bien, il suffirait que Destiny donne des cours de théâtre à un petit mutant d'une 14-15 ans, et ça serait réglé. En parlant de Chris Claremont, on sait qu'il va encore revenir avec une série mutante, probablement sur Wolverine, la 3e depuis quelques temps. Les fans les plus nostalgiques apprécieront de reconnaître sa griffe. En parlant de créateurs de talents iconiques qui reviennent, Ann Nocenti va nous faire un récit What If, et si Rogue avait été une héros de Galactus, pourquoi pas, c'est toujours mieux que Disney qui nous fait, et si Mickey, si les 4 fantastiques, ça avait été Mickey, Minnie, Donald et Pluto. Donald en la chose, pourquoi pas. Chez DC, l'initiative All In permet d'avoir une nouvelle série sur le personnage de Double Face par Fabio Veras et Christian Ward, ainsi qu'une série sur les Challengers of the Unknown, lisez celle de Jeff Lobb et Tim Sale, qui est vraiment super pour découvrir ces deux auteurs qu'on connaît sur plein d'autres choses, mais lisez celle-ci, sera par Sean Isaacse, ainsi que Christopher Cantwell. Et puis Image Comics va avoir droit à sa petite enclave horrifique avec le nouveau label Ninth Circle, le 9e cercle, et que des créateurs qui s'y connaissent très bien en comics d'horreur, puisqu'il y aura Adam Glass, Garth Ennis, Ramvi, Marguerite Bennett, et Joe Prout, donc ça sent quand même beaucoup les renégats d'Aftershock Comics, qui n'existent plus désormais. On sera là pour checker, c'est sûr. Lisez, bien le tome 3 de L'Ogre Lion, déjà ça sera très bien, je ne sais pas si comme moi à la rentrée ça vous a mis dans un tambour de machine à laver, je ne savais pas que ça pouvait tourner à 3000 tours minutes ces machins là. Dites-moi en attendant, est-ce que vous lisez ou lisez, geekez aussi dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie à toi toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, ça fait chaud au cœur, je lis aussi tous vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube et vous me faites mourir de rire, j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps. N'hésitez pas à laisser aussi vos messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis plus de 9 ans maintenant. N'hésitez pas aussi à venir ce soir pour le live gaming, et on se donne rendez-vous de toute façon, pas la semaine prochaine mais celle d'après, pour des nouvelles toutes fraîches. En Chine, on a trouvé un morceau de fromage datant d'il y a 3600 ans sur une momie, de la vieille viande et du fromage. Il n'en faut pas plus à Maître Gims pour affirmer que McDonald's a été inventé par les Chinois.